Ce rendez-vous, la place des sciences, donc deuxième étape de notre cycle de conférences montées conjointement avec l'école centrale de Casablanca, dont l'objet est d'apporter un certain nombre d'éclairages, certes pointillistes, à chaque fois des sujets différents et assez variés, mais cependant importants sur à la fois l'actualité scientifique au sens assez large, avec pour enjeu de donner quelques clés pour comprendre notre monde en pleine évolution. Voilà, donc deuxième étape de ce cycle qui a commencé formellement au mois de septembre, qui existait précédemment déjà avec des rendez-vous occasionnels de conférences en partenariat à École centrale Institut français de Casablanca, mais qui désormais donc se déroule dernier mercredi de chaque mois, et vous le retrouvez donc tous ces rendez-vous dans le programme, et vous êtes bien entendu conviés à nous suivre sur ce cycle avec, pour ceux qui ne peuvent pas venir ou quand vous ne pouvez pas venir, la possibilité de voir la conférence en direct avec le live Facebook, donc que vous retrouverez sur la page Facebook de l'Institut français. Je vais tout de suite laisser la parole à Philippe Dufour, directeur des programmes de l'École centrale, pour vous présenter notre intervenant, et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Bonjour, merci d'être présent. C'est vraiment un très très grand plaisir de voir le succès de ce que nous avons lancé ensemble maintenant. Donc cet appétit qu'il y a, cette place des sciences, c'est vraiment un grand plaisir. J'étais ici en juin pour parler de philosophie. On parlera aujourd'hui de phylogénétique, pas la même orthographe, hein, avec un Y. Philosophie, c'était j'aime le savoir. Ici, philo avec un Y, en grec, c'est évidemment les études des races, des tribus, des branches, hein, voilà, de la génétique. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Manolo Gouy. Manolo Gouy est directeur d'un laboratoire de biométrie et de biologie évolutive à Lyon, hein, qui est une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université Claude Bernard Lyon 1, pour aborder ce thème qui est nouveau pour nous, qui est le thème de la biologie. Alors, je voudrais juste dire en une seconde, c'est pas moi le conférencier, donc je vais être court, hein, ceux qui présentent sont toujours trop longs, on attend le conférencier. Je voudrais juste dire pourquoi de la biologie dans une école centrale, pourquoi de la biologie à l'école centrale de Casablanca, qui forme des ingénieurs. On a une image des ingénieurs qui sont des gens qui font des ponts, qui font des routes, qui font des objets inertes. Eh bien, tout simplement, la biologie à Centrale Casablanca répond au positionnement de Centrale Casablanca qui est celui de l'étude des systèmes complexes. Aujourd'hui, les systèmes ne sont plus des systèmes assemblés, détachés. On s'intéresse pour piloter le XXIe siècle, non plus à des structures inertes, mais on s'intéresse à des organismes. On parle d'organismes dans les entreprises, on parle d'organismes sociaux, on parle d'organismes. Et donc l'organisme est évidemment un mot tiré du vivant. Et le vivant, les sciences du vivant sont vraiment là pour nous inspirer dans tous ces nouveaux modèles, dans tous ces nouveaux paradigmes, cette façon de penser les systèmes humains. On a une géographe qui est avec nous, qui est enseignant-chercheur à Centrale Casablanca. Donc on trouve même des géographes qui travaillent sur ces questions. Et donc on est au cœur du réacteur de comprendre les systèmes complexes et tout ce qui les relie. Évidemment, la biologie est en grande partie définie par ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième, c'est que les sciences aujourd'hui, dans la place des sciences, trouvent de plus en plus un dénominateur commun. Et ce dénominateur, c'est le langage qui est le même employé par des physiciens, par des biologistes, par beaucoup d'acteurs des sciences. Ce langage, il y en a deux, c'est les mathématiques et l'informatique. Donc Manolo est mathématicien d'origine, hein, donc ça c'est un point très important. Ce langage des mathématiques et de l'informatique, on le retrouve aujourd'hui dans toutes les disciplines qui sont gérées par les sciences, et c'est un trait d'union commun, un dénominateur commun qui permet aujourd'hui d'avancer. Hein, c'est vraiment, les éléments du langage sont importants si on veut comprendre le monde et comprendre ce qui nous entoure. Voilà. Donc c'est les deux raisons qui nous expliquent pourquoi aujourd'hui on parle de biologie, on parle de génétique. Les élèves de Centrale Casablanca ont des cours de biologie imposés dans la formation d'ingénieurs également, comme ils ont des cours de sciences humaines ou des cours de philosophie. Ça fait tout ça un lien commun que je viens d'exposer. Merci beaucoup. Donc je laisse la parole à Manolo. Merci encore une fois Manolo d'être parmi nous aujourd'hui. Oui, ça marche. Donc,
Bon, moi, je veux vous remercier, vous, d'être venus si nombreux pour écouter parler d'évolution et des génomes. Vraiment, c'est magnifique. Je suis enchanté d'être là devant vous. Alors, les génomes ont des vertus que je trouve moi-même extraordinaires, qui sont, entre autres, d'une part, de pouvoir embrasser toutes les formes de la vie, toute la biodiversité. Et évidemment, la diversité de la vie est un phénomène absolument majeur et renversant. Donc les génomes permettent d'embrasser toute cette diversité dans un même point de vue. Et vraiment, il n'y a que les génomes qui ont cette capacité. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Et une autre chose absolument fantastique que l'on peut faire avec les génomes, et qui est cette fois-ci résolument dans une perspective évolutive, c'est de reconstituer des événements qui se sont passés très 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 lointains dans le passé, qui sont produits il y a très longtemps dans le passé, à partir de ce dont on dispose, c'est-à-dire les génomes d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous faire un peu toucher du doigt ces deux choses sous un angle qui est celui de résultats surprenants qui ont été révélés par l'étude de cet objet biologique que sont les génomes. Donc on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un génome ? Eh bien, tous les organismes sont constitués de cellules et toutes ces cellules contiennent de l'ADN. Alors chez les animaux, chez les plantes, chez bien d'autres organismes, l'ADN est enfermé dans le noyau de chaque cellule. Donc vous voyez ce petit schéma. On voit quelque chose qui pourrait être une souris ou quelque chose comme ça. Il y a une cellule, à l'intérieur, au centre de cette cellule, il y a un noyau. Voilà, là, c'est le noyau. Et dans le noyau, il y a des chromosomes. Et de quoi sont constitués les chromosomes ? Ils sont constitués de très longues molécules qui s'appelle la molécule d'ADN, donc d'acide désoxyribonucléique, qui est une molécule formée de 2 chaînes enroulées en hélice. Et c'est dans cette molécule qu'est écrite le secret de la constitution de cet organisme. Donc cette double chaîne, c'est un polymère de 4 monomères qui s'appellent adénine, thymine, guanine et cytosine. Et puis c'est l'ordre dans lequel ces 4 monomères se succèdent les uns aux autres que réside le secret de l'hérédité, de la constitution de chaque organisme. Donc l'ordre dans lequel CA, CG, CT et CC apparaissent, c'est ce qu'on appelle la séquence de l'ADN. Et le génome, c'est l'ensemble de tout l'ADN d'un organisme. Et donc, comme je disais, le génome contient le plan de construction de l'organisme. Alors, pour fixer les idées, quelle est la taille d'un génome ? Alors, le génome humain, c'est-à-dire le vôtre, le mien, sa longueur, c'est 3 milliards 100 millions de paires de bases. Giga, ça veut dire milliard, 10 puissance 9. Donc 3 milliards 100 millions de A, C, G, T écrits les uns derrière les autres dans un certain ordre. Okay. Donc pourquoi on parle de paires de bases ? Parce que l'ADN est en double hélice. Le pointeur a rendu l'âme. Donc il y a 2 bases qui sont l'une en face de l'autre, et c'est ça qui constitue une paire de bases. Voilà. Donc si on considère un autre organisme, un insecte, la drosophile, son génome est constitué de 200 millions de paires de bases. Si on considère une bactérie, comme Escherichia coli, son génome est constitué de 5 millions de paires de bases. Donc après, on verra plus en détail comment et surtout pourquoi, et on verra qu'il y a des surprises. Alors dans ces millions ou centaines de millions ou milliards de A, de C, de G, de T, dans un certain ordre, il y a certaines régions
qui codent pour des protéines. Donc ces régions s'appellent les gènes protéiques. Donc il y a une partie de l'ADN qui contient des instructions qui disent ici il y a un gène qui commence. Et puis cette partie de l'ADN, elle est recopiée d'abord dans une molécule intermédiaire qui s'appelle l'ARN, qui contient lui aussi des A, des C, des G, mais au lieu qu'il contient un T, il y a un U. Et disons c'est un intermédiaire qui est une espèce de copie très similaire à l'ADN. Et puis ensuite, cette copie, elle est traduite en protéines. Donc la traduction, c'est une opération qui consiste à lire le message par paquet de 3 bases. Et en face de chaque paquet de 3 bases, on fait correspondre un acide aminé, et donc un monomère dans une autre sorte de monomère chimique. Et comme ça, à chaque triplet de base correspond un acide aminé, et on attache les acides aminés qu'on a déterminés successivement les uns aux autres. On fabrique comme ça une longue chaîne, et cette longue chaîne, c'est une protéine. Donc on se retrouve avec une protéine qui est constituée d'acides aminés, et il existe 20 acides aminés différents. Donc une protéine, c'est un long mot écrit dans un alphabet à 20 lettres. D'accord ? Et donc ce mot écrit dans un alphabet à 20 lettres, il est codé dans notre génome, selon une règle qui s'appelle le code génétique, qui dit à chaque triplet de 3 bases quel sera l'acide aminé qui lui correspond. Donc là, vous avez cette règle de correspondance. Si j'avais le pointeur, ça serait mieux. Ah, merci. Voilà. Donc par exemple, si les 3 lettres sont A, C, C, eh bien l'acide aminé qui va lui correspondre, c'est la thréonine. Si les 3 lettres sont A, A, C, l'acide aminé qui va lui correspondre, c'est l'asparagine. Et si c'est A, G, C, la sérine, et ainsi de suite. Donc là, vous avez tous les triplets possibles. Il y en a 64. Et puis chaque triplet correspond à un acide aminé. Il y en a 20 différents. Et ce qui fait qu'en général, il y a plusieurs triplets différents qui codent pour le même acide aminé. Ici, vous avez une situation où il y a 6 triplets différents qui codent tous pour le même acide aminé, la leucine. Après, c'est de la biologie, donc c'est compliqué. Là, vous avez 2 triplets différents qui codent pour un même acide aminé. Après, là, vous avez 4 triplets différents qui codent pour un même acide aminé. Là, vous avez un cas où il y a 3 triplets différents qui codent pour un même acide aminé. Et puis là, vous avez un cas où il y a un seul triplet qui code pour un même acide aminé. Donc cette règle est assez compliquée, mais cette règle est universelle, ou disons quasi universelle. Toutes les cellules de tous les organismes suivent cette règle pour fabriquer des protéines à partir de leur ADN. Alors, première des surprises que je veux vous présenter, on ignore le rôle de plus de 90% de l'ADN humain. Alors, pourquoi ceci ? On va maintenant regarder quantitativement. Donc, je vous ai dit que l'ADN humain, il fait 3 milliards 100 millions. Il fait 3 milliards 100 millions de bases. Donc, il y a un message de 3 milliards 100 millions de lettres A, C, G, T dans un certain ordre. Donc il y a environ 22 000 gènes qui sont codés dans ce message de 3 milliards de bases. Okay. Donc ces 22 000 gènes, quand on considère leur longueur cumulée, c'est ce qui est en rouge dans ce camembert. Donc ça représente juste un peu plus que 1% de notre génome. Donc il y a 1% des 3 milliards qui sert à coder les 22 000 protéines qui nous constituent. Après, il y a ce qu'on appelle des introns. Donc là, je vais revenir en arrière pour vous montrer ce que sont les introns. Donc les introns, c'est ces parties-là, dans cette molécule intermédiaire, qui sont des copies de parties de l'ADN, qui sont dans l'ADN, qui sont copiées dans cette molécule intermédiaire, puis ensuite qui sont ce qu'on appelle excisées, qui sont découpés, éliminés du message. Donc là, on voit 2 introns qui sont éliminés du message et donc qui ne sont pas traduits
en triplet et puis traduits en acides aminés. Donc ils n'interviennent pas dans la constitution de la protéine. Donc ce qui est fascinant, c'est que ces introns, donc ces bouts de messages qui sont éliminés et jetés à la poubelle aussitôt, eh bien, ils représentent 30% de nos 3 milliards de bases. Donc ça veut dire qu'il y a 30% qui n'ont pas de fonction, en tout cas pas de fonction qu'on a réussi à identifier jusqu'à maintenant. Et puis après, il y a un gros paquet qui fait 60% du génome, qui sont les régions intergéniques, c'est-à-dire après la fin d'un gène et avant le début du gène suivant, eh bien, il y a des dizaines de milliers de bases comme ça, dont on ne connaît pas une fonction, dont on pense qu'elles n'ont pas de rôle réel dans la construction de l'organisme. Voilà, donc c'est un espèce de paradoxe qui va s'éclairer une fois que je vous aurai présenté ces autres acteurs, qui sont ce qu'on appelle les éléments transposables. Donc les éléments transposables, c'est des séquences qui ont la capacité intrinsèque de se répéter à l'identique, de se reproduire à l'intérieur du génome. Donc il existe des familles d'éléments transposables dans notre génome, et il y en a une qui est célèbre, qui s'appelle ALU, et qui contient plus d'1 million de copies d'elle-même dans notre génome. Donc c'est un petit bout de séquence qui fait 150, là j'ai un peu arrondi, je pense que c'est 153 paires de bases exactement. Eh bien ces mots de 153 paires de bases, on le trouve répété plus d'1 million de fois dans notre génome. Okay. Ce qui fait que quand on reconsidère nos 3 milliards de bases, il y en a la moitié qui n'est pas des séquences répétées. Donc c'est là, entre autres, que se trouvent les gènes. Et puis après, il y a une très très grande partie de notre génome, tout ceci, qui sont ces éléments transposables. Donc ces séquences qui ont la capacité de se reproduire et de multiplier à l'intérieur du génome. Donc en quelque sorte, notre génome est envahi par des éléments qu'on appelle des éléments égoïstes, parce que leur but dans la vie, c'est simplement de se reproduire, de survivre, de se propager, de se multiplier. Et donc ils envahissent notre génome. Et comme finalement ils ne nous empêchent pas de vivre, eh ben, ils sont là. Et donc on se retrouve avec un génome qui fait 3 milliards de paires de bases, mais dans lequel on a 1 million de fois la séquence ALU, et c'est une partie de ces 13% de notre génome. Alors il existe tout un bestiaire de ces éléments transposables. Il existe d'autres catégories qui sont représentées ici en orange, qui représentent encore plus quantitativement, 20%, qui sont à nouveau des copies de séquences qui sont répétées des milliers ou des dizaines de milliers de fois. Il existe aussi cette partie-là, donc qui représente 8% de notre génome, qui est ce qu'on appelle les rétrovirus endogènes. Donc les rétrovirus endogènes, c'est intéressant. C'est des virus qui, dans leur vie de virus, doivent intégrer le génome pour fonctionner, mais qui ont perdu une fonction essentielle de leur vie de virus, qui est celle de pouvoir sortir de la cellule pour aller contaminer d'autres cellules. Donc c'est des virus qui restent à l'intérieur de notre génome et qui restent de manière stable, héritée, qui se transmettent de génération en génération. Donc c'est des anciens virus qu'on a attrapés de manière infectieuse, comme ça se passe avec les virus, mais qui ont perdu cette capacité infectieuse. Donc c'est plus vraiment des virus, c'est pour ça qu'on les appelle des virus endogènes. Ils sont intégrés dans notre génome, ils représentent 8% de notre génome, et puis ils sont là. Et ils ne nous aident pas vraiment à vivre, mais ils ne nous empêchent pas non plus de vivre. Et du coup, ils sont là et ils perdurent. Voilà, donc ça c'est cette surprise que notre génome est constitué à la fois de gènes qui sont essentiels pour constituer l'organisme et donc vivre, mais constitué en majorité de choses qu'on appelle l'ADN égoïste ou le junk DNA, l'ADN poubelle, et qui ne détermine pas vraiment, ne participe pas vraiment à la vie, la fonction, le succès
de l'organisme. Et finalement, c'est cet ADN poubelle qui est responsable de la variation, de l'essentiel de la variation de la taille des génomes. Donc, regardons les tailles des génomes. Hein. Donc, ça varie. Si vous avez une échelle logarithmique, en bas, vous avez une échelle logarithmique. Donc là, vous avez 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards et 1000 milliards. Donc les génomes de bactéries peuvent être très petits, à peine plus que 100 000, et puis aller jusqu'à presque 10 millions. Les génomes d'animaux, eh bien, ils varient entre quelques dizaines de millions. Et puis notre génome, là il y a celui du chimpanzé, mais celui de l'homme, ils sont très très proches. Donc 3 milliards, on a vu. Et puis il y a un amphibien, une grenouille, donc qui a un génome qui fait entre 10 puissance 10 et 10 puissance 11, c'est-à-dire entre 10 et 100 milliards de paires de bases. Et puis il y a le record, parmi ce qui est connu actuellement, là, une amibe, donc un organisme unicellulaire, tout ce qu'il y a de plus modeste, microscopique, invisible, et c'est le plus gros génome qu'on connaît actuellement. Il y en a certainement d'autres encore plus grands qui sont cachés dans la biodiversité, et lui, son génome, c'est quelque chose comme 670 milliards de paires de bases. Voilà, alors en fait, dans cette effroyable embrouillamini d'organismes modestes qui ont des génomes monstrueux, on arrive à y comprendre comment ça marche, on arrive à résoudre ce paradoxe de la taille des génomes. Donc le paradoxe, c'est la taille des génomes varie même parmi les organismes similaires en termes de complexité apparente. Merci. Bien, en fait, on comprend comment ça marche cette affaire. Si on considère par exemple ces trois organismes ici, hein. Donc on a 3 poissons. On a le poisson boule, un poisson qui s'appelle le médacar, le poisson zèbre. Hein. Donc en termes de complexité apparente, ils sont très très proches. En termes de nombre de gènes, ils ont un petit peu moins ou un petit peu plus que 20 000 gènes chacun. Mais en termes de taille de génome, ils varient d'un facteur 4. Celui-ci, il a 350 millions. Celui-ci, il a 1,4 milliard de bases dans son génome. Et alors pourquoi ? En fait, c'est parce que celui-ci, 50% de son génome, c'est des éléments transposables. Tandis que celui-ci, seulement 5% de son génome, c'est des éléments transposables. Voilà, donc en fait, il y en a un qui a été complètement envahi par ces séquences qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. Donc son génome a grossi, a grossi, a grossi, mais ça ne l'a pas empêché de vivre. Et voilà ce qu'on observe. Là, on a 3 moustiques. On a l'Anophèle, vecteur du paludisme, Culex, vecteur de la fièvre du Nil, Aedes, vecteur de la dengue. Donc vous les avez en photo là. Donc à nouveau, en termes de complexité, ils sont vraiment très très proches. Mais à nouveau, on a un petit génome avec seulement 16% d'éléments transposables, et puis un grand génome, presque 1,5 milliard, avec 47% d'éléments transposables. Donc voilà, les génomes, en fait, c'est un état dynamique entre des éléments qui tendent à se multiplier de plus en plus, à envahir les génomes, et puis les génomes, eux, essayent de freiner cet envahissement. Et donc on a ce qu'on observe aujourd'hui, on observe l'état du moment de cette dynamique qui est en fait constante, sans arrêt. Il y a un envahissement, et puis les mécanismes de lutte arrivent à se débarrasser, et puis ça tourne, et puis ça tourne. Et donc c'est ça qu'on découvre avec surprise et avec ravissement dans les génomes. Est-ce que vous me suivez ou... Bon, merci. C'est super. Alors,
Là, on va passer à quelque chose qui est plus difficile, mais on va y aller doucement, et puis avec des petits dessins, normalement, ça devrait marcher. Donc quelque chose qui vraiment a été révélé par cette étude des génomes, qui était absolument inattendu, et qui et donc ces sauts dans le passé très, très profond, hein. On démontre l'existence d'événements qui se sont passés il y a 500, 800 millions d'années. Donc c'est le fait que plein de génomes, et le nôtre en particulier, sont soumis à des événements de duplication complète au cours de leur histoire. Un événement de duplication complète, c'est on a notre génome qui fait 3 milliards de paires de bases, et ben brutalement, il passe à 6 milliards de paires de bases. Et donc des événements comme ça, vous allez voir, on a des arguments qui tendent à croire que ça s'est passé 2 fois de suite. Donc un gène, enfin un lot de gènes, première duplication le double, deuxième duplication le quadruple. Okay. Alors comment est-ce que on peut en arriver à soupçonner ces histoires invraisemblables? Vous allez voir avec un petit dessin, normalement, ça se comprend très très bien. Donc on considère un organisme, ici c'est ce poisson-là, le tétraodon. On écrit son génome de manière circulaire, comme ça. Tout son chromosome 1, puis son chromosome 2, puis son chromosome 3, puis son chromosome 4, ainsi de suite, jusqu'à son chromosome 21. Donc il a 21 chromosomes, ce tétraodon. Et puis ensuite, on regarde dans chaque gène de chaque chromosome, est-ce qu'il n'y a pas un autre gène dans le même génome qui est très similaire à ce gène-là. Et chaque fois qu'on trouve 2 gènes qui se ressemblent beaucoup, eh ben on trace un trait vert. Et donc, à notre grande surprise, on voit ce pattern qui émerge, qui est très, très structuré, qui dit le message suivant. On a un grand paquet de gènes sur le chromosome 1 qui ont tous des gènes très similaires sur le chromosome 7 et tous dans le même ordre. Et puis après, un peu plus loin dans le chromosome 1, on a un paquet de gènes et on trouve des gènes qui leur sont très, très similaires et qui sont dans le chromosome 15 et qui sont tous dans le même ordre. Et puis après, avec le chromosome 2, on trouve qu'il ressemble à une partie du chromosome 15, mais un peu plus loin à une partie du chromosome 17. Et là, je ne sais pas si on est à la fin du chromosome 2 ou le début du chromosome 3, mais on retrouve à nouveau des gènes qui ont une correspondance avec un autre fragment du même génome. Donc vous me suivez. Et ce qui est important, c'est que tout le génome est concerné là. C'est-à-dire, si je pars du chromosome 7, il y a un bon paquet de gènes du chromosome 7 qui est en relation avec le chromosome 1. Si je pars du chromosome 8, bon, le chromosome 8, c'est moins flagrant. Chromosome 9, il y en a plein qui est en relation avec le chromosome 11. Chromosome 12, il y en a plein qui est en relation avec le 4. Le 14 avec le 10, le 15 avec le 1, et ainsi de suite. Donc tout le génome est embarqué dans cette histoire. Okay. Et donc, il n'y a pas tellement d'autres façons d'expliquer ça que d'imaginer qu'il y avait un état ancestral où il y avait des gènes, et puis cet état a été doublé, et donc on s'est retrouvé avec plein de gènes qui sont devenus le chromosome 12, et puis plein d'autres gènes qui sont devenus le chromosome 4. Alors ça peut se regarder d'une autre façon ainsi. Donc commençons d'abord par la ligne du haut et la ligne du bas. Donc la ligne du haut avec les rectangles violets, donc c'est le chromosome 11 de notre poisson. Et donc les rectangles violets sont les gènes qu'on trouve sur ce chromosome 11 et dans l'ordre selon lequel ils apparaissent le long du chromosome. Okay. La ligne du bas, c'est le chromosome 9 de notre poisson. Donc 9, il est ici, 11, il est là. Et donc ce qu'on voit, c'est un zoom sur cette correspondance-là. Correspondance entre le 11 et le 9. Et donc ce qui se passe, c'est que de temps en temps,
on trouve deux gènes très similaires, avec une copie sur le 11 et une copie sur le 9. On a une paire ici et puis une paire là. Mais la plupart du temps, on trouve soit les gènes sur le 11, soit les gènes sur le 9. Là, les deux sont trouvés. Après, on est sur le 9. Là, on passe sur le 11 et le 9. Là, les deux sont trouvés. Là, on passe sur le 11. Là, on passe sur le 9. Là, on passe sur le 11. Donc, si vous imaginez qu'il y a un chromosome ancestral, ce chromosome ancestral est dupliqué. Ensuite, l'une des deux, ça devient le 11. L'autre, ça devient le 9. Et puis après, comme vous avez deux copies, deux fois le même gène, ben, il y en a une des deux copies qui disparaît parce qu'elle est plus nécessaire vu qu'il y a l'autre. Et par hasard, de temps en temps, c'est la copie du 9 qui survit et celle du 11 qui disparaît. Et de temps en temps, c'est l'inverse. Ça donne exactement ce pattern-là. Là, c'est les gènes du 11 qui ont survécu. Là, c'est celui du 9, cette série-là. Puis là, les deux ont survécu. C'est grâce à ça qu'on a des traits verts. Et là, à nouveau, c'est le 9. Là, les deux ont survécu. Là, c'est le 11. Là, c'est le 9. Là, c'est le 11. Okay. Une autre façon encore plus convaincante, c'est de faire intervenir un organisme qui, lui, n'a pas subi cette duplication. Et c'est le schéma qu'on voit au centre. Donc là, cette fois-ci, c'est nous, l'espèce humaine, le chromosome 1. Les gènes qu'on trouve sur ce chromosome 1. Et là, on voit très bien l'alternance. Ces gènes-là, ils ont survécu dans le 11, ceux-ci dans le 9. Les correspondants de ce gène-là, eh ben, les deux copies ont survécu. Et puis là, le 9, là, les deux copies ont survécu. Là, le 11, là, le 9, là, le 11. Okay. Donc, c'est comme ça que vraiment, on touche du doigt de manière très, très, très concrète. Là, on est dans le concret, hein, des événements qui se sont produits dans un passé très ancien. Bon, est-ce que vous me suivez? Ben, c'est super. Voilà, alors comment est-ce que des choses pareilles peuvent se produire? Donc là, il faut un peu de vocabulaire, un peu de technique biologique. Donc les génomes d'animaux et de plantes, en général, sont ce qu'on appelle diploïdes. C'est-à-dire qu'il y a deux copies de chaque chromosome, comme représenté sur ce dessin. Un organisme qui a un chromosome rouge, un chromosome violet, un chromosome jaune, dans chaque cellule de cet organisme, on trouve deux copies du rouge, deux copies du violet et deux copies du jaune. Alors pourquoi? Parce que cet organisme est né à partir de la fusion de deux cellules, une qui est de sa mère ou de l'organisme femelle qui lui a donné naissance et une qui est de l'organisme mâle qui lui a donné naissance. Ces deux cellules elles-mêmes, elles étaient ce qu'on appelle haploïdes, c'est-à-dire qu'elles avaient une copie de chaque chromosome. Donc la reproduction sexuée, ça marche comme ça. Vous avez des organismes qui sont diploïdes, qui ont deux copies de chaque chromosome. Ils fabriquent des cellules spécialisées dans la reproduction qu'on appelle des gamètes, qui sont haploïdes, qui n'ont qu'une copie de chaque chromosome. Ces gamètes se rencontrent, un gamète femelle et un gamète mâle se rencontrent. Alors, un gamète femelle, on appelle ça un ovule, un gamète mâle, on appelle ça un spermatozoïde chez les animaux. Ces deux cellules fusionnent et ça donne une cellule qui a deux copies de chaque chromosome, et puis après ça recommence. Voilà, donc ça c'est la situation générale. Maintenant, il y a des accidents qui se produisent. Donc certaines divisions cellulaires anormales peuvent fabriquer des cellules qui sont tétraploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont 4 copies de chaque chromosome. Imaginons un gamète qui a été mal fabriqué. Au lieu d'hériter une copie de chaque chromosome, il en a hérité 2. On se retrouve avec un gamète qui est capable de se fusionner avec un autre gamète qui contient 2 copies. Si ce gamète rencontre un gamète normal, il va fabriquer une cellule qui sera triploïde, qui aura 3 copies de chaque chromosome. Si c'est 2 gamètes anormaux qui fusionnent, on va fabriquer un organisme tétraploïde qui aura 4 copies de chaque chromosome. Alors, ça, c'est des accidents. Donc, ça veut dire que 99,9999 et plein de 9% des fois,
ça avorte, ça donne un organisme qui n'est pas viable. Ou s'il est viable, il ne va pas avoir de descendants. Mais de temps en temps, exceptionnellement, ça donne des organismes viables. Et c'est comme ça qu'on explique ce que l'on observe donc dans les génomes, qui est que ces duplications complètes du génome se sont produites tout le long de l'histoire de la vie. Donc si on regarde un peu ce schéma-là, donc là vous avez ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Donc ici vous avez des organismes avec lesquels vous êtes familiers, les vertébrés, donc vous avez des poissons, là vous avez une grenouille, là vous avez le poulet, et puis là vous avez les mammifères, considérés collectivement. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'avec les méthodes que je vous ai montrées, on a pu mettre en évidence 2 duplications complètes du génome successives dans la lignée qui mène aux mammifères, c'est-à-dire à nous. Okay. Et puis après ces 2 duplications successives complètes du génome, il y a eu une séparation entre la lignée qui a mené aux tétrapodes et celle qui a mené aux poissons. Et bien sur cette lignée-là, à la base de tous les poissons, presque tous, parce que ça, la lamproie, c'est un poisson aussi, mais bon, et bien à la base de tous les poissons, il y a encore eu une duplication, ce qui fait 3. 1, 2, 3. Et puis après, chez les salmonidés, donc chez un groupe beaucoup plus restreint de poissons, donc les salmonidés, c'est les truites et puis les saumons, il y en a eu une 4e en plus. Donc ça veut dire vous avez un lot de gènes, puis ensuite le double, le quadruple, 8 fois plus, 16 fois plus. OK. Voilà, donc ça, moi je considère que c'est fort surprenant. Mais c'est du fort factuel. Ça se voit en comparant les génomes tels qu'ils sont aujourd'hui. On est amené à inférer ces événements-là. Alors ce qui se passe, c'est que ça s'est produit un grand nombre de fois. Donc là, les fois que je viens de mentionner, mais chez les plantes en particulier, là vous avez l'arbre des plantes. Donc ici vous avez les gymnospermes, c'est-à-dire les pins, bon. Et puis là vous avez toutes les autres plantes. Eh bien vous avez un grand nombre de fois où il y a eu des duplications complètes du génome. Donc pour les plantes fusionner un set complet de chromosomes et puis survivre avec ça, ça a l'air d'être beaucoup plus facile. Voilà, alors il y a des duplications qui sont récentes, notamment ça c'est le blé. Donc là vous avez 2 duplications successives du génome chez le blé. Donc ça c'est des événements qui sont récents, probablement ils sont postérieurs à la domestication du blé. Donc ça c'est vraiment très très récent, parce que là on est à quelques milliers d'années. Et puis après, vous en avez qui sont très anciens. Celui-ci, là, il y a plusieurs centaines de millions d'années. C'est l'âge de cet événement. Okay. Voilà, donc pour continuer à mettre en évidence ce qui est écrit dans les génomes, et puis ce qui parfois est très très étonnant, je vais vous parler un peu de la phylogénie moléculaire. Donc la phylogénie moléculaire, ça consiste à reconstituer les parentés évolutives entre organismes, et utiliser pour ça un matériel primaire qui sont les séquences des génomes des organismes actuels. Donc le résultat qu'on cherche à obtenir, c'est celui-ci. Bon, donc là, il y a pas mal de choses écrites. Mais là, il y a des choses que vous reconnaissez. Le chat, le chien, l'ours, le morse, les phoques, le cheval, le rhinocéros, le cochon, le mouton, la vache, l'hippopotame. Ici, vous avez les cétacés. Donc la baleine et le cachalot. Ici, vous avez des chauves-souris.
Ici, bon, après, il y a différents organismes plus ou moins obscurs. Le cobaye, là vous avez le rat, la souris, le lapin, le lièvre. Et puis ici, vous avez les primates. Babouin, le chimpanzé, notre espèce, le gorille, l'orang-outan, le gibbon. Voilà. Okay. Donc la question, c'est qui est plus proche de qui? Voilà. Et la phylogénie moléculaire, c'est la réponse à cette question. Donc, il y a des réponses qui ne sont pas très surprenantes. La vache, le mouton, c'est apparenté. Bah oui, c'est des ruminants. Bon. Mais après, il y a des choses qui émergent. Donc, par exemple, là, vous avez tous les carnivores. Hein, donc, le chat, le chien, l'ours, le morse, les phoques. Et bien, tous ces carnivores, leur plus proche cousin, c'est qui? Eh bien, c'est les chevaux et les rhinocéros. Et puis après, leur plus proche cousin, eux, c'est qui? Eh bien, c'est la vache, le mouton, l'hippopotame. Ah, et puis là, il y a une surprise. Les cétacés, donc ces mammifères marins, eh bien, en fait, c'est des très proches cousins de l'hippopotame. Donc ça veut dire qu'un organisme hippopotamoïde est allé, bon, il vivait déjà dans les fleuves, eh bien, il est allé s'installer de manière pérenne au plein milieu des océans. Voilà. Donc, et après, le cousin de tout ça, c'est les chauves-souris, donc ces mammifères volants. Et puis après, pour les choses qui nous concernent, eh bien, bon, nous, notre plus proche, l'espèce qui nous est la plus voisine, c'est les chimpanzés. Juste après, c'est le gorille. Encore un petit peu après, c'est l'orang-outan. Et encore un petit peu après, c'est le gibbon. Okay. Et puis si on va au-delà des primates, eh ben, les mammifères non primates auxquels on est le plus apparenté, eh bien, c'est le groupe qui relie les rongeurs et les lièvres et les lapins. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que dans le passé, il a existé un organisme qui est représenté par ce nœud-là, dont les descendants ont été d'une part tous les primates, et puis d'autre part tous les rongeurs et tous les lièvres et tous les lapins. Voilà. Donc comment on obtient ce résultat-là? Eh bien, on part d'une matière première qui est celle-ci. Hein? Donc on a des séquences d'ADN, hein, TCG. Donc là, c'est juste le début de la séquence que je vous montre, hein, mais il y en a, c'est beaucoup plus long, il y en a des dizaines de milliers. Et puis on met en correspondance les séquences telles qu'on les observe dans différents organismes, et on voit que les séquences, elles varient. Le bleu, c'est le T. Eh bien, on a du bleu ici, qui devient du rouge ici. Le rouge, c'est le A. Donc ça veut dire que voilà, il y a eu un passage de A à T ou de T à A, on ne sait pas, quelque part, on ne sait pas. Et donc on met tout ça dans des algorithmes, dans une théorie probabiliste. Donc là, il se passe pas mal de choses. Et à la sortie, à partir de cette matière première, on fabrique ce résultat, hein, qui est donc qui exprime donc les relations de parenté évolutive, phylogénétique entre les organismes que l'on compare. Okay. Voilà. Alors c'est comme ça que on a pu faire cette chose extraordinaire, qui est de mettre dans un même dans une même analyse toute la biodiversité. C'est-à-dire, on peut trouver des points de comparaison entre les animaux, les plantes, tous les organismes planctoniques unicellulaires, toutes les bactéries. Donc ça, avant que les génomes aient pu être séquencés, c'était absolument impossible à faire, parce qu'on ne pouvait trouver aucun point de comparaison entre un éléphant et puis une bactérie. Mais avec les génomes, c'est devenu possible, parce qu'ils utilisent tous le A, le C, le G et le T. Et donc on a pu fabriquer ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Et bien cet arbre de la vie, il a... Bon, c'est l'organisation profonde
de la biodiversité. Donc c'est un objet fondamental qui a une valeur absolument colossale, explicative, historique, analytique. Mais il y a deux choses que je voudrais souligner avec vous. D'une part, c'est qu'on a identifié qu'il existe 3 domaines, ce qu'on a appelé des domaines, c'est-à-dire 3 groupes fondamentaux dans la biosphère. Pas 2, pas 1, pas 4, 3, qui sont celui en rouge, celui en bleu et celui en vert. Donc d'une part, celui en rouge, c'est ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire c'est les organismes dont les cellules possèdent un noyau. Et puis après, il y a les autres, donc les organismes dont les cellules ne possèdent pas de noyau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert à la fin des années 80. En fait, il existe 2 types considérablement différents parmi les organismes dont les cellules ne possèdent pas de noyau. Donc il y a 2 façons très très différentes de vivre de cette façon-là. Alors vu de loin, c'est une cellule avec de l'ADN et des protéines dedans. Mais vu de près, eh bien, en fait, il y a 2 mondes vraiment très 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 différents. Donc c'est les bactéries d'un côté, les archées de l'autre. Et ben voilà, ça nous fait nos 3 domaines, les eucaryotes, les bactéries et les archées. Deuxième enseignement de cet arbre de la vie, qui est que c'est la diversité microbienne, donc la diversité invisible à nos yeux, qui quantitativement domine ce qui existe dans la biosphère. C'est-à-dire que ce qui est visible à nos yeux, c'est en fait que des toutes petites parties vaguement anecdotiques de l'immensité de la biodiversité. Donc voilà, nous sommes des animaux. Voilà, tous les animaux, c'est-à-dire depuis tous les mammifères, tous les poissons. Les poissons, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers d'espèces. Tous les mollusques, tous les vers, tous les animaux que vous pouvez imaginer, ils sont tous dans ce petit triangle-là, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous considérablement. Si on prend 2 organismes au hasard, ils vont être beaucoup, beaucoup plus différents l'un de l'autre intrinsèquement que ne sont 2 animaux pris au hasard. Alors après, il y a un autre grand paquet d'organismes macroscopiques qui sont les plantes. Bon, elles sont toutes là. Toutes les plantes, les arbres, les herbettes, toutes les algues qui peuplent la mer, tout ça est là. Et donc c'est une toute petite partie de l'immense biodiversité. Et puis il y a le 3e et dernier groupe d'organismes macroscopiques, c'est les champignons. Et en fait, les champignons, eh ben, ils sont nos cousins aux animaux. Et les plantes, elles sont complètement ailleurs dans la biodiversité. Voilà, ben là, ça fait un endroit où on peut arrêter le discours et puis peut-être répondre à vos questions si vous en avez. Alors, on va vous passer le micro. Oui, j'ai 3 questions si vous voulez bien. La première, on fait souvent opposition entre l'inné et l'acquis. Ouais. Est-ce que l'inné, c'est l'ADN? La deuxième question. Bon, on va faire une à la fois, d'accord? Très bien. Est-ce que l'inné, c'est l'ADN? Bah oui, ouais, l'inné, ça peut être que l'ADN. L'inné est inscrit dans l'ADN. Une question, comment peut-on relier les gènes aux différents traits de la personnalité? Y a-t-il un gène de l'empathie, de la violence, de l'intelligence, etc. Voilà. Alors, probablement non, parce que d'une part, dans tous les traits que vous venez de mentionner, il y a un savant mélange d'inné et d'acquis. L'intelligence. Vous avez vu le film de François Truffaut, L'Enfant sauvage? Entendu parler. Bon, eh ben, l'enfant sauvage, c'était un enfant, tout ce qu'il y a de plus banal, qui a été élevé, on ne sait pas bien comment, enfin, il a été élevé hors de toute présence humaine, et il ne savait pas parler, il ne savait pas marcher, donc ses capacités cognitives étaient terriblement affectées, mais son génome, lui, il était en pleine forme. Donc pourquoi il s'est passé ça? Parce qu'il avait l'inné, il avait le génome, mais il n'avait pas l'acquis. Il n'avait pas
la transmission du langage, la transmission des activités sociales, et les mammifères sont des êtres éminemment sociaux, et puis l'homme encore plus peut-être. Et quand on coupe tout ça, ça fait un manque. Donc c'était quoi votre question déjà? Gentillesse. Ah oui, est-ce que c'est dans les gènes? Voilà. Donc tout n'est pas dans les gènes, mais d'autre part, ce qui est dans les gènes, il y est de façon multigénique. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un gène de l'intelligence. D'une part, il y aura une partie de l'intelligence qui est dans les gènes, puis une partie qui n'est pas. Hein. Mais celle qui est dans les gènes, elle n'est pas dans un seul gène. Elle est diluée. Il y a un grand nombre de gènes qui tous contribuent un petit peu à l'intelligence. Dernière question. Le meilleur animal pour les transplantations d'organes, ce n'est pas le chimpanzé, c'est le porc. C'est une question piège. Hein. Ouais. Comment expliquer ça d'un point de vue génétique? Non, mais d'un point de vue génétique, le chimpanzé, il sera plus facile que le porc pour des transplantations d'organes. Maintenant, il faut pouvoir l'élever. Après, il y a tout un tas d'autres considérations qui entrent en jeu. Mais d'un point de vue génétique, le chimpanzé, il va réagir à n'importe quelle drogue de façon beaucoup plus similaire que le porc, etc. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais après, il y a tout un tas d'autres considérations. Est-ce qu'on est capable d'élever des chimpanzés? Et quelle est la vitesse à un chimpanzé? Une génération, c'est quoi? C'est 15 ans peut-être. Un porc, en un an, on a une portée, ou deux, je ne sais pas. Et ça va beaucoup plus vite. Enfin, il y a tout un tas d'autres considérations qui rentrent dans l'équation. Mais d'un point de vue génétique, ça ne se discute pas. Très bien, merci. Je suis littéraire. Pour moi, c'est extraordinairement complexe. Mais une question très bête, très basique. Comment observe-t-on, avec quel instrument, les gènes, les génomes, tout simplement? Voilà, donc et ça se voit, ça se voit à l'œil. Bon, ici c'est un œil drôlement aidé parce que c'est un microscope électronique, donc il y a un grossissement de 100 000 fois ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une cellule d'une algue verte, et on voit bel et bien un truc au centre là, et puis une tache noire au centre. Ça, c'est l'ADN, c'est les chromosomes. Puis après, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais expliqué des choses formidables, qu'il y a d'autres ADN dans les cellules qui ont d'autres histoires évolutives tout à fait fascinantes. Mais bon, je n'ai pas eu le temps d'arriver jusque-là. Donc voilà, ça c'est une première réponse. Alors après, de là, on ne voit pas la séquence de l'ADN. Alors pour voir la séquence de l'ADN, c'est toute une histoire. Il faut extraire l'ADN. Donc là, il y a des produits chimiques qui font que l'ADN tombe au fond du tube et pas le reste. On se retrouve avec quelque chose qui est en gros de l'ADN pur. Et puis après, il y a des choses longues et compliquées. Maintenant, très récemment, il y a des nouvelles méthodes qui sont capables de prendre une molécule d'ADN et qui la font passer à travers une membrane dans laquelle il y a un pore. Et chaque fois qu'une paire de bases traverse ce pore, ça fait un signal électrique. Et ce signal électrique est mesuré. Si c'est un C, un G ou un T, ce n'est pas le même signal électrique. Et donc comme ça, on arrive à lire la molécule d'ADN. Mais il y a encore un taux d'erreur assez élevé, donc c'est encore assez compliqué d'usage, mais c'est la direction. Bonsoir, je m'appelle Sophie. J'ai une question. J'ai un ami qui faisait de la recherche en nanotechnologie en appliquant l'ADN. Et j'ai jamais compris. Quand vous expliquez très bien, est-ce que brièvement vous pouvez expliquer comment est-ce que la nanotechnologie peut s'améliorer grâce à la découverte de l'ADN? Oui. Alors, par exemple, là, je vous parlais à l'instant de ces nouvelles techniques de séquençage où c'est la molécule elle-même qui est lue. Hein. Donc, actuellement, la membrane
c'est une feuille de plastique. Hein. Et puis le pore, c'est en fait un objet biologique. C'est des pores, c'est des protéines qui existent naturellement dans les membranes des bactéries et dont la fonction est de contrôler ce qui rentre et ce qui sort de la bactérie. Donc ces bactéries sont cultivées. Ensuite, les sociétés qui font ça extraient ces pores et mettent les pores dans la membrane. Et puis ensuite, ils font ce que je vous ai dit là. Il y a un signal électrique qui permet de lire la molécule. Eh bien, la société IBM, maintenant, elle dit, moi, au lieu de faire ça avec des protéines naturelles de bactéries, je vais faire ça avec du silicium. Et ça, c'est des nanotechnologies. Donc, ils vont essayer de fabriquer en silicium des pores qui vont être capables de générer un signal électrique différent selon que c'est un A, un C, un G ou un T qui passe dans le pore. Ça, c'est un exemple. Merci. Mais après, il y en a 100 milliards d'autres. Il y a aussi des gens qui disent... voilà, donc je vous ai dit que le génome, il fait 3 milliards 100 millions de paires de bases. Hein, et tout ça est présent dans chacune de nos cellules. Une cellule, ça fait quelque chose comme 10 microns, c'est-à-dire 10 millièmes de millimètre de taille. Et donc, il y a ce mot de 3 milliards de lettres qui est stocké là-dedans. Donc, on peut employer l'ADN. L'ADN, c'est le moyen de stockage le plus compact qui soit connu. Donc, on peut imaginer de stocker un message qu'on veut conserver pour très longtemps. Maintenant, on sait de façon binariser n'importe quoi. Donc, du texte, de la vidéo, du son. On peut numériser tout ça, et puis l'écrire en ADN, et puis le stocker, et ça sera extrêmement compact. Ça sera probablement extrêmement cher aussi, donc c'est pas pratique aujourd'hui, mais un jour, je veux bien le croire. Bonsoir, je m'appelle Badr, je suis en première S, et j'aimerais savoir quelle est la principale différence entre le domaine des bactéries et le domaine des archaées. Eh bien, c'est quand on regarde au niveau moléculaire, tout est différent. C'est-à-dire, on regarde telle molécule, il y a une version bactérie, une version archée. Eh ben, les deux versions ont 30% 40% de différence dans la séquence des acides aminés, alors que toutes les bactéries entre elles n'ont que 10% de différence, et toutes les archées entre elles n'ont que 10% de différence. Donc ça veut dire que dans un lointain passé, il y a eu une bifurcation comme ça, entre quelque chose qui a donné naissance aux archées et quelque chose qui a donné naissance aux bactéries. Et puis, voilà, puis il y a eu beaucoup de divergences jusqu'à ce que toutes les bactéries se différencient les unes des autres, toutes les archées se différencient les unes des autres, et leurs deux ancêtres communs sont vraiment bien divergents l'un de l'autre. Donc, ce n'est pas une différence localisée dans un certain caractère, c'est tout partout. Donc c'est une différence au niveau moléculaire. Voilà, au niveau moléculaire. Il n'y a qu'au niveau moléculaire qu'on peut opérer, parce que il n'y a pas de niveau morphologique. Là, on est dans l'unicellulaire, microscopique. Et puis en plus, le domaine des bactéries, il y a une diversité. Je dis la diversité, elle est au niveau moléculaire. Ça veut dire qu'à l'intérieur des bactéries, il y a une diversité dont on n'a pas idée par rapport à les capacités métaboliques des bactéries sont absolument renversantes par rapport à ce que les animaux sont capables de vivre. Ils sont capables de survivre à partir de toutes les molécules que vous pouvez imaginer, les poisons les plus terrifiants. Il y a des bactéries qui sont capables d'en faire leur mode de vie. Donc il y a une richesse métabolique, donc une richesse de molécules capables de faire ces métabolismes absolument colossal. Voilà. Et donc on ne trouve pas toutes les molécules à la fois dans toutes les bactéries, donc on ne peut pas comparer
de ces points de vue-là. Et par contre, ce qui est commun, eh bien, est très très différent à l'échelle de tout le génome, de tout le protéome, de l'ensemble des protéines, est très différent entre les archées et les bactéries. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, auquel vraiment on ne s'y attendait pas. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Igel Hassan, enseignant. Ma question est de savoir est-ce que l'étude de l'exploration du génome a intégré les apports de la théorie de la mécanique quantique? Non. Moi, j'adorerais, mais voilà. Donc, en général, les effets quantiques, ils sont pertinents à des échelles subatomiques. Alors, pas toujours. Hein, quand la supraconductivité, c'est pas le cas. Il y a quelques exceptions comme ça. Mais ça ne s'est pas manifesté en biologie. Alors peut-être que pour comprendre comment fonctionne, je pense que pour comprendre exactement comment fonctionne l'activité enzymatique d'une protéine, les gens font des simulations de chimie quantique. Mais moi, c'est pas du tout mon domaine. Et voilà. Et là, on est vraiment au niveau de la chimie. Si on passe au niveau de la biologie, de la cellule, j'ai pas vu qu'on ait besoin de l'outil quantique. Peut-être un jour. Merci. Est-ce que vous avez un argument précis? Non, j'ai pas d'argument. Je vois quel est, au niveau explicatif, l'apport que ça a eu au niveau physique. Ouais. Et bon, on dit qu'au niveau corps humain, médecine, il y a tout un domaine à explorer. Ouais. Bah, franchement, là, c'est très très spéculatif. Et peut-être, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'arguments factuels qui pourraient justifier ça, il me semble. Merci. Bonsoir, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je suis Selma Madihi, doctorante à l'Institut Pasteur en biologie moléculaire. J'ai juste voulu répondre à propos de la question du monsieur à propos du comportement en relation avec les gènes. En fait, il y a une science qui est nouvelle qui s'appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. La majorité des gens ne connaissent pas. C'est en fait l'étude plutôt de l'expression des gènes que l'étude des gènes. Donc ça vient au-dessus de la génétique. Et par exemple, si on prend deux jumeaux, sachant que les jumeaux, ils partagent le même ADN, le même génome, ces deux jumeaux, si ils grandissent et ils vivent dans deux endroits différents, quoi qu'ils partagent le même ADN, ils auront, avec l'influence de l'environnement, une expression qui est très différente des gènes. Et donc, par exemple, s'ils ont le même gène de l'intelligence, l'un sera intelligent, l'autre non. Pourquoi? Parce que l'influence de l'environnement joue un très grand rôle. Et là, donc, il y a un changement de l'expression des gènes. Et c'est ce qui fait la différence entre les personnes, etc. Et ça concerne surtout le niveau d'expression des gènes, parce qu'il y a des gènes qui seront méthylés et donc qui seront bloqués, ils ne seront pas traduits en protéines, et d'autres qui seront, par exemple, surexprimés et ils auront plus d'impact sur la personne. Donc voilà, merci. Voilà, donc moi je ne vous ai pas parlé d'épigénétique parce que je vous ai déjà dit pas mal de choses, mais c'est tout à fait pertinent. Hein. En plus du message génétique, il y a des modifications de ce message génétique, des méthylations, comme il vient de vous être dit, qui altèrent l'expression des gènes, qui contrôlent l'expression des gènes et qui peuvent en partie être transmis à la génération suivante. Donc il y a toute une science qui se met en place là pour étudier ces phénomènes. Oui, bonsoir. Je suis biologiste en première année de master à la faculté des sciences de Casablanca. Et je voudrais exprimer mon désaccord pour un terme qui figure dans votre exposé, c'est celui de junk DNA, parce que c'est très discuté et on dit qu'en fait, c'est pas vraiment junk,
Donc ça a forcément un rôle parce que ça ne peut pas juste exister comme ça. Donc ma question serait, est-ce que par bioinformatique, on pourrait donner une fonction à ce junk DNA? Non, et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est très discuté. Mais par contre, je ne suis pas du tout, mais alors vraiment pas du tout d'accord avec vous quand vous dites si ça existe, c'est que ça a un rôle. Non. Mais ça existe. Et voilà, les gens ont cherché fort, vraiment fort, des rôles. Voilà. Et jusqu'à maintenant, 1 million de copies de la séquence ALU. Mais de sauvegarde, non, puisque c'est toujours la même séquence qui est répétée 1 million de fois. Donc ça ne sauvegarde rien du tout. Alors des fois, il y a des séquences qui, par hasard, sont recrutées et puis acquièrent une fonction de réguler un promoteur. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça qui explique 1 million de fois de copies. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est très discuté. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question. Elle est de quelqu'un qui ne connaît rien à la biologie. Je voudrais juste savoir si des cellules, l'ADN d'une cellule du foie est identique à l'ADN d'une cellule du cœur. Voilà. Alors, donc, en règle générale, la réponse est oui. Tout a commencé avec une cellule unique. Cette cellule s'est divisée. Chaque fois, l'ADN est recopié. Donc, en règle générale, la réponse est oui. Mais, donc, d'une part, il y a les modifications épigénétiques à laquelle Madame vient de faire allusion. Donc, une espèce de décoration qui se met en plus de la séquence d'ADN. D'autre part, il peut y avoir des mutations, c'est-à-dire que chaque fois que l'ADN est recopié, il y a un très faible taux d'erreur. Donc de ci, de là, il y a des mutations qui se produisent immanquablement. Donc de ci, de là, il va y avoir un C qui va être remplacé par un G dans une cellule alors qu'il restait C dans l'autre. Donc ça fait des petites différences. Et puis il y a les transposons. Je vous ai dit ces séquences qui se multiplient. Donc il peut y avoir une séquence qui est multipliée dans une cellule et puis pas dans une autre. Et puis après, il y a des cellules qui travaillent spécifiquement, qui changent spécifiquement leur ADN. Donc ça, c'est toute l'histoire du système immunitaire. Donc le système immunitaire fait tout un tas de choses très compliquées. Et entre autres, il y a des cellules qui fabriquent des duplications ou prennent un bout d'ADN à un endroit et le mettent à un autre endroit. Et ça de manière plus ou moins aléatoire. Et donc, ces cellules vont avoir des messages génétiques différents d'une cellule à l'autre, mais ça, c'est exprès pour pouvoir répondre à des défis immunitaires, enfin des défis infectieux différents. Voilà. Mais ça, c'est l'exception. Hein. L'exception en général, c'est le même message qui est dans toutes les cellules. Salut. Professeur. Merci pour votre présentation. Je ne sais pas, est-ce que je peux m'exprimer en anglais? Oui. OK. What you have said about that genes do not control the human being in if it's smart or lazy or black. I didn't say they do not control. I said they don't control all of it and not a single gene. Yes. Okay. What I want to say in addition to that is in the 80s and 90s, some scientists expected that we have more than 100,000 genes and more. Yeah. Why? It's because they think that we have a gene, like our friend said, a gene for criminality, a gene for music, the perfect pitch of music, and so on. Yes. But that was mainly a propaganda made by white supremacists, if you know what I mean. Yeah. Those supremacists used science
as a tool to attack black minority, Arabs, Indians, and so on. So thanks for your progressive ideas. Thank you. Oui, donc ça, monsieur, il a fait allusion à quelque chose d'intéressant qui est que j'aurais pu vous dire, parce que c'est que au début, on imaginait que dans le génome humain, il y avait 100 000 gènes. Et puis le nombre a diminué, il continue à diminuer. Maintenant, on est à peu près à 22 000. Voilà, il n'y en a pas plus que dans n'importe quel poisson. Et voilà, il faut vivre avec ça. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, je suis Ousra, je suis étudiante en médecine en 2e année et j'aurais notamment une question concernant le génome bactérien. Donc c'est un objet d'étude de la microbiologie en 2e année de médecine générale. Et donc ma question, c'est que dans le génome bactérien, notamment entre le chromosome et entre le plasmide, donc qui est propre aux bactéries, il existe des séquences, des séquences dites cassettes. Donc c'est des gènes cassettes qui sont soit exprimés, soit non, soit disséminés justement par des gènes régulateurs. Ma question, c'est justement ces gènes-là régulateurs, est-ce qu'ils sont exprimés de manière, entre guillemets, autonome, chose que je ne conçois pas, soit qu'ils sont sous l'influence d'autres facteurs? Bon, je pense que la réponse certainement dépend du système particulier auquel vous faites référence. Mais ouais, d'une manière générale, il n'y a pas de raison qu'un gène... Enfin, ça dépend des gènes. En général, les gènes sont soumis à des régulations, donc sont sous l'influence du reste du génome. Mais après, il y en a qui sont quand même plus égoïstes que des autres, et puis qui sont quand même pas mal armés pour se débrouiller tout seuls, indépendamment du reste du contexte. Et c'est un peu ça qui se passe avec ces éléments qui se multiplient en grand nombre. Donc ça dépend vraiment du système dont vous parlez. Je pense qu'il y a un peu tous les cas possibles. Ouais. Bonjour professeur. Donc moi aussi je suis en médecine mais en première année. Vous pouvez considérer que j'ai juste un bagage de lycéen. Moi j'ai 2 questions. Alors premièrement, vous avez dit qu'on a 8% de notre ADN vient des rétrovirus. Ouais. Par rapport aux rétrovirus, comment vous faites pour déterminer la phylogénie des différentes espèces vivantes, sachant que les rétrovirus ont tendance à rentrer dans notre ADN et du coup s'inséminer et aussi sortir de l'ADN en prenant justement des parties de notre ADN? Voilà. Mais donc la phylogénie des virus en général, c'est très difficile, voire impossible, parce qu'il n'y a pas de morceau d'ADN qui soit comparable entre tous les virus en général. Par contre, chez les rétrovirus, là, la situation est très favorable. Il y a des gènes qu'on retrouve chez tous les rétrovirus, donc la reverse transcriptase, etc. Et donc, ces gènes, on sait très bien qui ils sont. On les retrouve dans les vrais rétrovirus, le virus HIV, tous ces homologues du chat, des ruminants, des équins, enfin, et puis on les retrouve dans tous les autres rétrovirus. On peut les aligner, les comparer, faire un arbre, et c'est comme ça qu'on comprend que HIV, il nous a été transmis par le chimpanzé, puis, etc., etc. Puis c'est comme ça qu'on voit que dans notre génome, on trouve des bouts qui sont en fait des rétrovirus. Moi, ma question, c'était en particulier par rapport aux gènes qui sont induits par... c'est des gènes viraux, par exemple. Je crois l'ocytosine est un gène viral. Le gène qui code pour l'ocytosine. Ah, l'ocytosine, oui, voilà. Donc ça, voilà. Justement, comment vous faites pour déterminer... Ouais. Donc ça, c'est un exemple de capture. Donc c'est des espèces de... restes d'anciens virus qui trouvent dans notre génome. Ils sont présents en plusieurs centaines de copies ou plusieurs milliers, je ne sais pas bien, excusez-moi. Mais un tout petit nombre d'entre eux, donc un en particulier, semble avoir acquis une fonction. Une fonction apparemment capitale dans la fabrication du placenta, donc évidemment capitale dans le mode de vie mammifère. Voilà. Et donc c'est un ancien virus
qui a été exapté, on appelle ça, donc par certainement une suite de concours de circonstances. Ce virus, probablement un promoteur qui existe dans ce virus, donc la capacité d'activer un gène, s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, à côté d'un gène dont l'activation a été intéressante pour, à la fin, fabriquer un mammifère. Voilà. Donc ça, c'est un exemple intéressant de comment l'évolution fonctionne. Donc il y a des choses qui sont du junk DNA, mais qui, d'un coup, peuvent ne plus être du tout du junk DNA, acquérir une fonction. Voilà. Et ça n'empêche pas que, quand vous avez 1 million de copies, ils n'ont pas tous une fonction. Mais ce genre de virus en particulier, en s'inséminant dans l'ADN, ça peut engendrer par exemple qu'un gène s'exprime différemment, etc. Voilà. Est-ce que ça ne dérange pas la phylogénie aujourd'hui? C'est-à-dire si on fait la phylogénie salement, c'est-à-dire si on ne fait pas attention que dans le génome humain, je vous ai dit, on trouve des virus, on trouve aussi des copies des mitochondries. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est que les mitochondries, mais les mitochondries, c'est des espèces de bactéries qui vivent à l'intérieur de notre cellule. Donc dans le génome humain, il y a des centaines de copies du génome de la mitochondrie qui est là, et puis qui à nouveau, c'est du junk DNA. Donc si on ne fait pas attention, si on met tout ça dans l'arbre, on va dire qu'est-ce que c'est humain, c'est une bactérie. Voilà. Et donc il faut faire attention. Et je m'excuse, une dernière question. Vous avez parlé de duplication du génome humain. Quand vous parlez de duplication du génome humain, est-ce que vous insinuez une duplication complète du génome ou uniquement chromosomique? Par exemple, je ne sais pas, je vais dire je dis peut-être n'importe quoi, mais pour les gènes, un crossing over inégal. Voilà. Donc ce dont j'ai parlé, c'est d'abord des duplications dans l'histoire de notre lignée évolutive. Donc c'est des choses qui sont passées il y a très longtemps, dans lesquelles on n'était pas humain, on était plutôt poisson, et encore. Voilà. Une espèce de truc unicellulaire. Voilà. Mais c'est bien de duplication du génome entier. Donc tous les chromosomes, je vous ai montré sur le cercle, on voyait bien que tous les chromosomes sont concernés. Alors ça n'empêche pas qu'en plus de ça, il y a aussi des événements locaux de duplication qui se produisent. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation qui était très fascinante. Donc vous avez brillamment montré comment effectivement les duplications dans des parties du génome. D'ailleurs, je suis Najib El-Mortali, je suis ingénieur et je fais aussi une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube en arabe. Vous avez brillamment montré comment la duplication dans certaines parties du code génétique montre effectivement la structure en arbre ou une structure imbriquée des espèces qui ont été étudiées génétiquement. Ce même arbre, on le retrouve quand on fait une analyse similaire dans les rétrovirus, par exemple, qui sont aussi transmis avec la même structure d'arbre. Donc, si on met les deux arbres l'un à côté de l'autre, c'est pratiquement le même arbre. On retrouve le même arbre quand on fait une étude dans un autre domaine autre que la génétique, c'est-à-dire par exemple les fossiles, où on retrouve exactement le même arbre. On trouve le même arbre encore et encore et encore par la géographie ou la distribution des fossiles dans le monde. Donc ça, c'est une liste, overwhelming evidence, c'est une liste infinie de preuves qui montrent que l'évolution est vraie. Maintenant, dans la société en général, que ce soit ici ou aux États-Unis, peut-être moins en France, les gens ils pensent que l'évolution n'est pas vraie. Enfin, une bonne partie de la population. En fait, une phrase qui est utilisée, ça a été même utilisé dans les médias d'une chaîne du Golfe, dont je ne citerai pas le nom, qui dit que l'évolution est tombée, l'évolution est tombée dans les universités de l'Occident. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que l'évolution est tombée? Mais excusez-moi, tombée dans le sens... dans le sens que disait monsieur, c'est-à-dire que c'est une invention de l'Occident, ou dans le sens que même l'Occident n'y croit plus? Même l'Occident n'y croit plus. C'est-à-dire voilà. ils disent que les universités de l'Occident, ils ont découvert que l'évolution n'est pas vraie, n'est plus vraie. Qu'est-ce que ça c'est un gigantesque mensonge. Hein. Alors ça, je veux dire, c'est un gigantesque mensonge.
Effectivement, mais malheureusement, je pense qu'il y avait des sondages aux États-Unis, c'était la moitié de la population qui a été sondée, qui pensait que l'évolution n'est pas vraie. Et c'est encore pire dans les pays. Mais si on part du principe que l'évolution n'est pas vraie, on arrive à la conclusion que l'évolution n'est pas vraie. C'est ça la situation. Ouais, exactement. Donc, comme approche éducative, vous proposez une approche. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous ai dit en introduction que je vais vous parler de choses factuelles. Hein, voilà. C'est dans les génomes qu'on lit tous ces messages que je vous ai convoyés aujourd'hui. Voilà, et puis il faut faire avec. Quel que soit le pays, la couleur de la peau de la personne qui analyse ce génome, il obtiendra la même réponse. Et alors évidemment, s'il a comme des préconceptions, il pourra arriver à des conclusions différentes. Mais s'il n'a pas de préconception, il arrivera à ces mêmes conclusions. Merci. Excusez-moi, encore une petite question un peu extérieure. Il y a combien de laboratoires dans le monde qui travaillent sur la phylogénie, c'est ça ? Et depuis combien de temps c'est devenu vraiment aussi clair, disons, parce qu'il doit y avoir une longue... Et est-ce qu'il y en a qui sont subventionnés de façon privée, par des capitaux privés, et est-ce que c'est dangereux ? Voilà, c'est peut-être deux questions en une. Bon, alors, des laboratoires qui travaillent sur la phylogénie, il y en a dans tous les pays où il y a de la recherche en biologie. Donc c'est un thème de recherche parmi tant d'autres. Hein. Mais par contre, tous les laboratoires sont tous dans cette logique où il y a des génomes et puis les génomes contiennent les résultats de l'histoire de leur histoire. Donc tous les laboratoires de biologie de tous les pays où il y a des laboratoires de biologie sont tous dans cette logique-là, où les génomes sont le résultat d'une histoire évolutive. Et on ne peut absolument pas concevoir un programme de recherche en biologie qui ne prenne pas ça comme point de départ, quoi. Voilà. Alors après, les financements. La recherche en biologie, en général, elle est quand même beaucoup sur fonds publics. Mais bon, quand on touche à la médecine, à la pharmacie, là, il peut y avoir des fonds industriels qui interviennent. Mais en soi, c'est pas un problème en soi. Maintenant, ça peut devenir très très problématique s'il y a des conflits d'intérêts, si on ne publie que les résultats qui vont dans le sens du financeur. Alors là, ça devient très 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 problématique. Mais c'est pas en soi, par principe, quelque chose qui ne peut mener qu'à des résultats biaisés, non ? S'il vous plaît. Nous avons accueilli ici, il y a quelques mois, un éminent géologue qui nous a présenté comment l'histoire de la Terre garde l'histoire du vivant. Et dans cette histoire du vivant, mettait en évidence notamment les grandes périodes d'extinction dont on retrouve trace au travers de l'histoire du vivant, donc sur les milliards d'années de cette histoire. Est-ce qu'on retrouve, on peut retrouver cette histoire des extinctions dans l'histoire du génome ? Bon, alors l'histoire, là, tout ce que je vous dis, c'est on part des génomes d'aujourd'hui et puis on fait des inférences, on remonte au passé très lointain. Alors le problème, c'est que tout ce qui s'est éteint, bien justement, on n'a pas laissé de descendants d'aujourd'hui. Donc les géologues sont bien mieux armés que nous, les paléontologues sont bien mieux armés que nous pour cette question-là. Et donc c'est formidable justement de pouvoir avoir ces deux approches qui se complètent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors
Alors, il y a des jeunes chercheurs dans mon laboratoire qui entament un projet de recherche absolument iconoclaste et absolument fascinant, qui est de dire, dans les génomes d'aujourd'hui, on va voir des portions du génome qui ont été transmis, parce que en général, l'ADN est hérité de manière verticale, d'ancêtre à descendant, mais il y a des exceptions, il y a des mécanismes moléculaires qui permettent de transmettre de l'ADN de manière horizontale. Notamment les bactéries savent faire ça. Quand il y a un bout d'ADN, elles peuvent le faire entrer à l'intérieur de la cellule et puis l'intégrer dans leur génome. Bon. Donc il y a des chercheurs qui disent, en faisant ça, on va pouvoir trouver trace de groupes phylogénétiques éteints dont il ne reste pas les descendants réels, mais dont il reste simplement des traces de bouts de leur génome qui ont été récupérés comme ça. Alors maintenant, je pense à un autre truc qui est dans le même genre, c'est la fameuse histoire de Denisova et Néandertal. Hein. Donc Néandertal, eh bien, il est éteint, hein, mais dans notre génome, alors au Maroc, je ne sais pas, parce que c'est plutôt entre Afrique et puis hors de l'Afrique, les populations humaines qui sont hors de l'Afrique, eh bien, elles ont dans leur génome 1 à 1,5% d'ADN qui est de Néandertal. Donc ça veut dire que Néandertal est éteint, mais l'ADN de Néandertal est toujours vivant. Oui, monsieur. Bonjour. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez des bactéries. Enfin, vous avez évoqué qu'en termes de diversité, elles étaient bien mieux loties que nous, ou l'espèce humaine et l'espèce vivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que... J'ai entendu parler d'une bactérie qui s'appelle tardigrade ou quelque chose comme ça, qui est très résistante. Ah oui, mais ça, c'est pas une bactérie, hein. C'est un animal. Okay. C'est un quasi-insecte. Et qui serait très très résistant, même en dehors de la Terre, etc. Et qui pouvait peut-être être extraterrestre, et que ce serait peut-être là l'origine de l'ADN, etc. qui est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est du charabia ou c'est très scientifique? Ce que vous dites a plein de mérite, mais ça mélange un peu des choses dans un ordre un peu explosif. Alors, les tardigrades, c'est des animaux, c'est des arthropodes, donc c'est des espèces d'insectes. Et effectivement, ils ont des capacités de résister à la dessiccation qui sont tout à fait fascinantes. Et donc, on peut imaginer un tardigrade dans un coin d'un vaisseau spatial qui survive pendant longtemps à des conditions très adverses. Voilà. Mais on ne peut pas imaginer que le tardigrade est arrivé et à l'origine de la vie sur la Terre avec une origine extraterrestre, parce que le tardigrade, quand on le regarde de près, on s'aperçoit que c'est un cousin très très proche de tas d'autres insectes ou quasi-insectes qui, eux, n'ont pas des capacités de résistance extraordinaires. Mais par contre, il y a des gens qui disent l'origine de la vie, elle est extraterrestre. La pluie de comètes que la Terre a subie au début de sa vie, de son existence, a ensemencé la Terre avec des molécules, voire peut-être des précurseurs. Donc ça, c'est une hypothèse qui se défend. Mais ce n'est pas les tardigrades, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Je suis là. Ouais. Oui, je voudrais vous parler des services comme Ancestry.com et 23andMe. Oui. Et les scandales qui viennent d'arriver, qu'on a vu dans les infos, comme quoi on a donné des séquences à
à des industriels, évidemment, pour les analyser, alors que les personnes n'étaient pas d'accord. Donc, j'aimerais bien connaître votre avis. Non, mais ça, vous avez raison, ça, c'est quelque chose qui fait assez froid dans le dos, parce que notamment la question du consentement est absolument insuffisante et absolument ridiculisée par cette question, parce qu'on peut être identifié par des parents éloignés qui, eux, ont donné leur consentement à ce que leur ADN soit utilisé, mais leur consentement rebondit sur vous, moi, chacun. Donc ça fait froid dans le dos. Donc il faudra absolument qu'il y ait des régulations. Moi, je pense que ça viendra un jour, mais on en est encore assez loin. Oui, le truc, c'est parce que ce serait très intéressant de séquencer l'ADN de 7 milliards de personnes, parce qu'on sait très bien que plus on a d'informations, plus on aura plus de conclusions, plus de résultats pertinents. Oui, alors bon, donc séquencer l'ADN de chacun, bon, ça va être un peu ennuyeux, mais des choses extraordinaires ont été faites en séquençant l'ADN d'un petit nombre de toutes les populations humaines, en allant vraiment chercher partout sur tous les continents et en oubliant personne. Et comme ça, on a pu reconstituer beaucoup de choses dans l'histoire des migrations humaines, et c'est très très passionnant. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait de l'ADN de Néandertal chez nous, puis après dans les populations de genre Australie, et puis ces coins-là, il y a encore un autre ancien humain. On voit les traces dans leur génome d'encore un autre ancien humain. Donc à nouveau, on voit des populations éteintes, mais dont l'ADN survit. En fait, j'ai demandé cette question du séquençage parce que on parle surtout des finalités thérapeutiques, parce que, on entend toujours, bon, ce traitement, il doit être adéquat pour cette personne surtout. Et donc, est-ce que le séquençage carrément de l'ADN de cette personne pourrait aider à la traiter sur son cas elle-même? Franchement, pour l'instant, on est plutôt dans l'avenir que dans le très très concret. Mais il faut en passer par là, oui. Merci. On va prendre encore 2 interventions. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Esma Hamdoun, une élève, plutôt une étudiante dans la faculté de sciences à Ain Choc. Alors, ma question, d'abord, merci pour vos explications. Et voilà. Ma question, c'est, nous, comme êtres humains, on profite que des fonctions conférées par la partie codante qui ne représente que 1% du génome humain. Et sachant que l'environnement peut agir sur le génome humain. Et puis, ma question, c'est, est-ce qu'elle peut, ça veut dire cet environnement, est-ce qu'il peut influencer la partie non codante du génome? Et puis, on peut l'avoir exprimée un jour. Alors, je veux savoir, est-ce que les chercheurs ont déjà pu émettre des hypothèses concernant cette partie non codante du génome? Ça veut dire les 99% du génome. Merci. Eh ben, comme je vous ai dit, les chercheurs, ça les a quand même beaucoup déçus, ce résultat au départ. Donc, les gens ont cherché vraiment fort à trouver des fonctions, mais c'est pas sorti. Voilà. Alors après, l'environnement. Donc, c'est vrai que à travers notamment cette épigénétique auquel a été fait allusion, il y a un effet de l'environnement sur l'expression du génome. Mais un effet de l'environnement sur la séquence du génome qui, elle, va être transmise de génération en génération, et ben c'est là que ça coince.
Alors il peut y avoir des cas très très particuliers, bon, mais en gros, c'est là que ça s'arrête. Donc voilà, c'est la fameuse question des caractères acquis, l'hérédité des caractères acquis, et la réponse courte, c'est non, les caractères acquis ne sont pas héritables. Voilà. Alors après, quelque chose de non codant qui devient codant, oui, ça arrive. Donc je vous ai dit, on a parlé de ce rétrovirus qui est devenu très important pour le placenta. Ça arrive aussi dans l'autre sens, où des gènes codants perdent leur capacité à coder, mais conservent leur transcription. Donc c'est toute l'histoire de l'inactivation du chromosome X qui se fait de cette façon-là. Donc ça peut arriver ponctuellement, mais disons la règle c'est dans ces 90% d'ADN, l'immense majorité, c'est quelque chose qui a envahi notre génome et qui est là selon sa propre mécanique d'envahissement. Mais c'est pas c'est pas pertinent de vouloir absolument trouver une fonction à tout cet ADN. Ce qui n'empêche pas que ici et là, ça puisse se produire. Mais quantitativement, ce qui domine quantitativement, c'est pas ça. Madame. Je répéterai la question. Bonsoir d'abord et merci pour cette conférence. Tout à l'heure, je voulais qu'on parle un petit peu d'épigénétique en effet. Je ne sais pas si ça va vous prendre du temps ou pas. En première partie. En deuxième partie, je voulais savoir si vous avez entendu parler d'enfants qui naissent avec la triple hélice d'ADN. La triple hélice ? Oui. C'est des cas exceptionnellement nombreux qui sont étudiés en ce moment. Je voulais savoir si vous aviez un feedback par rapport à ça. Ok. Donc moi je suis pas savant du tout Donc la question c'est parler d'épigénétique et puis des enfants qui naissent avec la triple hélice d'ADN. Bon, donc moi je suis pas savant tellement en matière d'épigénétique, mais voilà, je vous confirme ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que au-delà de la séquence ADN, il y a des modifications chimiques de cet ADN. Ces modifications sont déterminantes pour l'expression des gènes. En général, il y a des méthylations, donc un atome de carbone et puis 3 atomes d'hydrogène qui se rajoutent. Et ça bloque l'expression du gène. Et donc ça, c'est des mécanismes qui permettent d'allumer et d'éteindre les gènes. Ces modifications sont partiellement sous l'influence de conditions environnementales. Voilà. Et puis, il y a des modifications qui peuvent être transmises d'une génération à l'autre. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'empreinte génétique, c'est-à-dire il y a des gènes dont c'est la copie maternelle. Donc, chaque organisme hérite donc de deux copies de chaque chromosome, une qui vient de la mère, une qui vient du père. Et bien, il y a des gènes bien particuliers dont une seule de ces deux copies est exprimée. Et il y a des mécanismes épigénétiques qui permettent de dire si ça va être la copie maternelle ou la copie paternelle. Donc c'est quelque chose qui se produit dans la cellule parentale, qui va déterminer ce qui va se passer dans la cellule descendante. Donc c'est bien de l'épigénétique qui passe d'une génération à l'autre. Mais en général, ça s'arrête là. Ça ne va pas à la deuxième, à la troisième, à la quatrième génération. Donc c'est là que l'épigénétique, pour moi, ça s'arrête un peu. Mais je ne suis pas très savant en matière d'épigénétique, donc puis après les choses peuvent découvertes sont toujours possibles. Alors la triple hélice d'ADN, alors là je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il peut y avoir ce qu'on appelle les trisomies, hein. Donc il y a la fameuse trisomie 21, le syndrome de Down. Alors on peut imaginer, vous faites allusion à une personne qui serait trisomique sur tous les chromosomes, c'est ça ? C'est pas ça. C'est
Bon, alors là, des expériences très secrètes qui font naître des enfants dans des coins du monde, ça, non. D'accord. Ouais. Des cas secrets dont on ne parle pas, moi, j'y crois pas trop non plus. Ah non. Enfin, il va évoluer comme il a toujours fait et comme il fera toujours. Mais il ne va pas tout d'un coup passer à une triple liste d'ADN. Non, ça c'est... Non. Non. Puis si ça se produit, ça ne sera pas chez nous. Si ça se produit, ça se passera chez une bactérie obscure. Parce qu'il en existe des centaines de millions de sortes différentes. Donc il y en aura une qui sera propice à ça. Mais ça ne tombera pas chez nous, ça. Bonsoir. S'il vous plaît, une question. Je suis une étudiante en bioinformatique. Je veux savoir un peu sur la tendance de la recherche bioinformatique maintenant. Et surtout, à part l'analyse des données gigantesques qu'on peut utiliser via Big Data ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut chercher aussi en faisant de la bioinformatique? Bon, c'est une vaste question. Donc il y a beaucoup de projets de recherche qui sont possibles. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Par exemple, si on est dans une perspective très appliquée à la santé, donc comme on disait, maintenant on s'oriente vers séquencer les cellules tumorales, donc faire une analyse bioinformatique de ce qu'on trouve là, pour essayer de trouver quelles sont les mutations qui pourraient être causales de la tumeur, pour essayer de voir lesquelles sont plus sensibles à quelle drogue. Après, on a tendance maintenant à vouloir séquencer le génome ou des parties du génome pour telle et telle pathologie. Et derrière tout ça, il y a de la bioinformatique. Après, il y a aussi de la bioinformatique pour étudier la génétique des populations, l'histoire des migrations humaines. Il y a de la bioinformatique dans des perspectives très différentes. Il y a de la bioinformatique en bactériologie pour étudier la résistance aux antibiotiques, comment elle se propage. Donc il y a plein d'approches, de thèmes de recherche imaginables. Et je ne veux surtout pas donner l'impression que je peux les lister tous, parce qu'en tout cas, je suis incapable de les imaginer tous. Bon, mais c'est vraiment, je vous remercie très sincèrement d'avoir assisté à toutes ces considérations qui sont parfois très ésotériques. Mais je vous remercie vraiment très sincèrement.